Chers amis, bien le bonjour. Vous le savez, sur cette chaîne, nous visons un objectif de prospérité. Et une manière d'atteindre la prospérité se situe à l'échelle individuelle. C'est pour ça qu'on parle d'investissement, c'est pour ça qu'on parle d'entrepreneuriat, de tout ce qu'on peut faire pour gagner plus et pour investir mieux. Mais il ne faut pas non plus s'aveugler sur le fait que la prospérité a également une composante culturelle et territoriale, c'est-à-dire que plus vous vivez dans un écosystème avec des gens qui sont motivés, cultivés, responsables et productifs, et plus vous êtes dans un environnement stimulant. Et c'est un des plus gros problèmes de la France, c'est que nous avons une culture politique, économique, qui nous tire tous vers le bas. Et donc ce que je voudrais faire de temps en temps, c'est lire certaines des polémiques qui traversent notre société, nous plonger dans certaines de ces fameuses crises sociales en ne perdant pas de vue notre intérêt. Parce que c'est ça le principal problème, c'est que dès que vous avez une crise sociale, les gens vont se positionner en termes de j'aime pas lui, j'aime pas ci, j'aime pas ça, etc. Et je voudrais, par cette vidéo, vous apprendre à ne jamais perdre de vue votre intérêt. Quel est votre intérêt ? Votre intérêt est double. Vous avez premièrement un intérêt de contribuable, c'est-à-dire que vous payez des impôts, et en France vous payez énormément d'impôts, vous en payez beaucoup trop, et la question légitime à se poser dès que vous avez des conflits entre une fraction de la société et l'État-maman, c'est de vous demander, est-ce que vous considérez que votre argent est bien utilisé ? Est-ce que vous considérez que les revendications de cette fraction de la société de bénéficier de toujours plus d'aide sociale sont bien justifié. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que vous avez un intérêt de consommateur. Et là, c'est particulièrement le cas dans une affaire comme celle-là. Vous avez intérêt à ce que les étalages soient bien achalandés. Vous avez intérêt à ce que votre économie ne croupisse pas en vase clos, que ce soit pas possible pour quelqu'un de vous dire « Oh, regarde, il est beau mon poisson, regarde, je te le vends 25 €. Et si vous n'avez pas la possibilité de savoir que à peu près le même poisson, vous pourriez l'avoir à 5 € chez un gars qui habite un petit peu plus loin, eh bien, vous vous faites tout le temps avoir. Donc, vous avez intérêt, en tant que consommateur, à avoir un marché dans lequel s'exerce une concurrence à peu près libre pour que vous puissiez faire votre choix et pour que les producteurs qui mettent des produits sur le marché soient incités à faire au moins aussi bien que leurs voisins. Ceci étant posé, on va regarder les exigences de la FNSEA. Alors je dis pas du tout que la FNSEA représente absolument les agriculteurs, mais en l'occurrence ils ont un certain poids dans cette histoire, donc regardez leurs revendications, ça vous donne quand même une idée du pouls du mouvement. Et puis on écoutera quand même un discours d'agriculteurs. Avant toute chose, je précise également que moi j'ai beaucoup de sympathie pour les agriculteurs. Je considère que c'est triste de faire un métier qu'on aime et de ne pas pouvoir le faire bien, mais d'un autre côté, il ne faut pas être aveugle sur le fait que cette situation où on se retrouve avec des gens qui réclament une juste rémunération pour leur travail, c'est le cercle vicieux dans lequel s'enferment les États collectivistes, à savoir on subventionne, en subventionnant, on empêche les acteurs du marché d'avoir les compétences nécessaires à être compétitifs, et ces acteurs du marché deviennent de plus en plus dépendants et donc de plus en plus vindicatifs, et nous sommes en plein dedans. Alors, que veut la FNSEA ? On se retrouve avec 3 messages: la dignité des agriculteurs dans l'exercice, la juste rémunération de leur travail, la nécessité de rétablir des conditions d'exercice du métier acceptables. Donc c'est un petit peu la même chose, mais donc tout ce qui est juste rémunération, pour moi j'ai toujours un problème en fait quand les gens exigent une juste rémunération. C'est là qu'il y a un problème, c'est que si vous en êtes revenu à exiger une juste rémunération, si vous n'êtes pas capable d'aller dégager votre juste rémunération par vous-même, c'est peut-être que vous n'êtes pas fait pour ce métier. Donc moi j'ai un problème avec les gens qui exigent comme ça une juste rémunération. La dignité des agriculteurs dans l'exercice, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. La crise est morale, je ne sais pas ce que ça veut dire. La nécessité de rétablir des conditions d'exercice du métier acceptables, l'accumulation de normes au quotidien s'accompagne d'une remise en question permanente des moyens de production. Là on est sur quelque chose de plus concret, et effectivement si vous avez des gens dont l'exercice du métier est empêché non pas par des choses qui relèvent de leur capacité à faire des plans, de leur capacité à gérer, de leur capacité à se former, si les empêchements de faire notre métier viennent du fait qu'on est bombardé de normes et de taxes, là on touche à des revendications qui sont
tout à fait légitime. Donc on tombe sur des choses du type garantir la compensation intégrale de tous sur le GNR via la mise en place du crédit d'impôt et l'intégration dans le prix payé du montant actuellement remboursé. Donc là, on est sur une revendication tout à fait légitime. Vous avez l'État qui taxe à tout va, qui taxe de façon invraisemblable le gasoil, et le gasoil, quand on a des tracteurs typiquement, c'est essentiel à la production. Mais donc là, la manière dont il demande, c'est je veux que nous, en tant que secteur particulier, on ait une remise. Et évidemment, la solution à ça, c'est pas de continuer à faire des petits cadeaux fiscaux ici ou là. L'objectif, c'est une baisse massive des taxes à l'échelle nationale. C'est ça votre intérêt. Parce que dites-vous bien que si l'État ici dit ok, les agriculteurs ont crié, donc on va baisser les taxes un petit peu sur eux, ça veut dire que ça va vous retomber dessus. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, l'État va se débrouiller pour compenser ça en vous taxant plus ailleurs. Donc là, vous avez une revendication qui est légitime, mais qui est particulière, et l'objectif, ce serait de changer ça en une abrogation pure et simple des taxes sur l'essence, parce que tout le monde est concerné, et on ne peut plus être dans une espèce de truc où c'est l'oclocratie, voilà, c'est celui qui crie le plus fort qui obtient réparation. Ça suffit, plus d'impôts, plus de taxes, parce que c'est bien ça la racine du problème. Paiement de toutes les aides de la PAC, donc là on tombe sur un second volet d'aide sociale. Donc la PAC à la base, c'est pas une idée qui est tout à fait stupide, c'est dans cette idée qu'il faudrait que le territoire européen ait une politique agricole un petit peu raisonnable, un petit peu cohérente, et donc si par exemple du jour au lendemain tout le monde décide de produire exclusivement du maïs, ou tout le monde décide de faire exclusivement de l'élevage, ou que sais-je, on se retrouve avec un territoire qui ne peut pas assurer son indépendance alimentaire. Le problème évidemment, c'est que ça suppose de temps en temps de devoir pousser avec des aides certains endroits où ce serait par exemple plus rentable de faire telle chose ou de faire telle autre chose, mais pour un objectif stratégique, on va subventionner telle culture plutôt que telle autre. Évidemment, sur le long terme, on se retrouve avec une situation où finalement tout le monde a des aides pour faire n'importe quoi, et on a finalement juste ajouté des obligations de plus pour les contribuables, et une espèce de millefeuille administratif qui nous coûte également très cher. Assurer le paiement dans les plus brefs délais de l'ensemble des indemnisations sanitaires et climatiques, donc ça c'est pareil, c'est un autre délire. Dès qu'il y a un événement climatique, nous devons mettre la main au portefeuille, parce qu'il faut toujours vous rappeler ça, hein. Quand vous avez des gens qui disent on veut que le gouvernement nous aide, entendez toujours, je veux que toi et toi, vous mettiez la main à la poche pour régler mon problème. Et on s'en fiche en fait que vous ayez des problèmes de votre côté. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous sortiez de l'argent de votre poche pour pouvoir nous l'arroser. Et c'est un autre problème, si vous voulez, c'est que vous avez pas mal de gens qui commandent ce genre de problème, qui sont au RSA. Il y a pas mal de gens qui commandent ce genre de crise et qui ne travaillent pas, qui sont eux-mêmes également dépendants des aides publiques. Et donc c'est toujours la même idée, c'est ouais, on se rassemble et les riches vont payer. Mais en fait, c'est juste nous. Il n'y a pas d'État qui va payer, c'est nous. Donc quand vous avez un secteur de la société qui commence à réclamer plus d'aide, entendez toujours, je veux que vous payez plus. Vous devez payer pour mes problèmes. Et pour moi, ça ne va pas. Aider immédiatement les secteurs les plus en crise, viticulture, agriculture et biologique. Après, en fait, quand vous regardez ça, il faut vous dire, bah voilà, je sais pas, est-ce que vous considérez que c'est important que votre argent soit utilisé pour subventionner la viticulture biologique? Si vous considérez que oui, bah pourquoi pas, vous pouvez soutenir ça, mais ne perdez jamais de vue votre intérêt. Et votre intérêt, c'est que l'argent que vous gagnez à la sueur de votre front, vous en ayez un maximum qui reste quand même dans votre poche. Refus clair des accords de libre-échange, et donc là, on tombe sur un gros problème. C'est, je sais que notamment quand vous avez la sensibilité droitardée, mais c'est exactement la même chose si vous êtes gauche hystérique, c'est que vous considérez que accord de libre-échange, c'est mal. Qu'est-ce que ça veut dire, accord de libre-échange? Ça veut dire que le gars qui, dans votre canton, là, dans votre petite province, se dit ah tiens, moi je vais te vendre mon poulet 22 €, mais t'inquiète, c'est du bon poulet. Si le lendemain tu vois débarquer un poulet il a à peu près la même tête d'extérieur, mais il coûte pas 22 €, il coûte 4 €, tu peux commencer à réfléchir. Tu peux te demander, mais est-ce que cette différence de prix est légitime? Et si tu te rends compte que la différence de prix, c'est juste que ouais, mais le poulet il est bien de chez nous, tu vois, il est de chez nous, c'est notre
terres, de notre pays, etc. Est-ce que ça se justifie vraiment ? Non, la fonction des accords de libre-échange, c'est de permettre de respecter l'intérêt du consommateur. Et l'intérêt du consommateur, c'est qu'il y ait une concurrence entre les producteurs pour que leur marché ne soit pas captif et qu'ils ne puissent pas vous vendre n'importe quoi à n'importe quel prix. Après, il y a évidemment une autre dimension de ça, c'est que comme la France est un enfer fiscal et réglementaire, on peut se retrouver dans une situation où vous vous retrouvez face à un autre pays qui n'a pas les mêmes normes sociales environnementales et qui va balancer sur votre marché des produits qui ne respectent pas ces normes, mais a priori, les produits qui arrivent sur notre marché doivent correspondre à nos normes. Après tout ça, c'est devenu tellement compliqué, parce que pour avoir regardé un peu dans le détail comment se négociaient les accords de libre-échange, vous avez toujours des délires. Vous avez toujours des délires du type « Ouais, mais moi j'ai quand même envie de refourguer tel ou tel produit chez toi. Ah ouais, d'accord, mais si t'acceptes tel produit, moi tu dois accepter tel produit, donc t'oublies telle norme pour mes produits, etc. » Et on se retrouve avec des situations qui sont d'une complexité incroyable, et c'est pour ça qu'il faut revenir à des choses simples. Libre-échange, ça veut dire que tes gentils petits producteurs locaux vont avoir beaucoup plus de mal à t'arnaquer et à te vendre n'importe quoi à n'importe quel prix, parce que tu pourras comparer leurs produits à ceux des autres. Là, on a ensuite des revendications du type accélération des projets de stockage d'eau. Moi, je trouve ça très juste, ça, que quand on se retrouve avec des hivers où il pleut énormément, et là, sur le territoire français, il a plu énormément, c'est stupide, parce que on va se retrouver encore une fois en été avec encore des moments de sécheresse, et si on avait été mieux capable de capter toute l'eau qui nous est tombée dessus, ce serait plus intelligent. Donc là, pour le coup, il y a quelque chose qui relève de l'infrastructure, et effectivement, on a besoin de plus de méga bassines, c'est du bon sens. Et ensuite, vous avez des choses qui, pour moi, sont plus discutables. Ça veut dire quoi, le rejet en bloc des ZNT? C'est les zones non traitées. Ok, les agriculteurs, ils ont besoin parfois d'utiliser des engrais chimiques pour faire de l'agriculture productive, mais si les produits chimiques, ils les balancent dans l'eau qu'on boit, etc., on peut se retrouver au bout d'un moment avec 3 yeux, et on peut se retrouver également avec des problèmes de fertilité. Il y a un lien, je pense, entre ces questions de toutes les saletés qu'on retrouve dans nos produits, dans les produits qu'on mange et dans l'eau qu'on boit, et tous ces pesticides. Donc voilà, là c'est vraiment une question d'accord, on a besoin que notre agriculture soit compétitive, d'un autre côté on n'a pas envie de tuer notre territoire, donc à voir, ça faut regarder dans le détail, ça c'est pas quelque chose sur lequel je peux tout à fait me positionner, sortir des incohérences du Green Deal et de la planification écologique. Donc a priori, quand je vois le titre comme ça, je suis plutôt favorable à ce genre de revendications, mais à voir dans le détail, là, j'avoue humblement ne pas connaître suffisamment le dossier, mais si je devais me plonger plus en détail dedans, j'aurais toujours cette réflexion à savoir quel est mon intérêt de payeur d'impôts et quel est mon intérêt de consommateur, et c'est en gardant bien à l'esprit ces deux choses qu'on peut être sur la bonne voie. Alors, ceci étant dit, on va regarder un petit peu un discours d'agriculteurs en colère, parce que j'ai vu passer les choses vite fait, mais je pense qu'il y a des petites choses de base qui méritent d'être rappelées. Poulet, avec les fermiers de la Piège, on le vendait 5,30€ le kilo. Livré chez Leclerc, TTC, machin, on prenait 5,30€. On faisait 4-5% de marge. Leclerc, lui, le revendait 8 ou 9€ le kilo. Il le prenait, on le lui amenait dans la chambre froide, donc il le prenait dans la chambre froide, il le mettait en rayon, il faisait entre 30 et 42% de marge. Là, je trouve ça fou que, je sais pas si c'est des journalistes qui l'ont interviewé, mais j'entends quelqu'un qui rigole du style « Oh, c'est scandaleux », etc. Ça veut dire que les gens qui l'écoutent n'ont absolument aucune culture économique, parce que là, il a dit absolument n'importe quoi. Je vais vous expliquer après, mais on va voir s'il a d'autres choses à nous apporter. Et après, il vient de dire « Je nourris les Français pas cher ». Non, tu crèves l'agriculture. Droit dans les yeux, monsieur Leclerc. Quand vous voulez, on se rencontre. Et Super U, Intermarché, et donc il faut qu'on rééduque le consommateur et que voilà, on ne peut pas avoir le dernier iPhone et bien manger. Au bout d'un moment, il faut choisir. Oui, donc c'est exactement ça. Je sais pas s'il est représentatif du mouvement, mais on a vraiment cette idée, le consommateur, on doit avoir le droit de lui vendre absolument ce qu'on veut, au prix qu'on veut, et il faut surtout pas qu'il ait le droit de choisir. Il faut surtout pas qu'il ait la possibilité de voir que l'herbe est plus verte ailleurs. On veut que nos consommateurs soient captifs. Et derrière ça, il y a également un petit fond de discours
décroissant qui marche très bien en France, mais qui est une aberration dans n'importe quel pays civilisé. Sans aller jusqu'à les grandes surfaces, les boulangers, ils ont jamais baissé le prix de la baguette, ça n'a jamais baissé. Aussi, alors que le blé, putain, on le vend à perte, alors en bio, on le vend même pas derrière. Quand tu vois... À la fois, c'était 2,36 le kilo. Ça vient d'Italie. C'est exactement le même délire, c'est scandaleux. Nous on vend nos produits 4 balles et la grande distribution les revend 8 balles. Regardez la marge qu'ils se font. Donc plusieurs choses là-dessus. La première chose, c'est qu'il me donne l'impression de confondre les marges nettes et les marges brutes, ce qui est quand même assez ballot, parce qu'il a l'air de pas avoir capté que dans les 8 € auxquels son poulet est revendu chez Leclerc, il faut compter des petites choses quoi, comme les employés qui travaillent chez Leclerc, les impôts que paye Leclerc, je sais pas moi, son poulet chez Leclerc il est peut-être stocké dans des réfrigérateurs, bah il y a peut-être un coût d'amortissement, il y a peut-être un coût de consommation électrique pour pouvoir stocker ses poulets. Je sais pas s'il dépose lui-même ses poulets chez Leclerc ou s'il y a des camions Leclerc qui viennent le chercher, mais j'imagine qu'il y a peut-être un petit peu des enjeux d'infrastructure. Et en fait c'est là qu'on se rend compte que pour que des gens gobent ça, et pour que ce genre de discours soit partagé sur Twitter en mode ouais c'est scandaleux, regardez la grande distribution, les marges qu'ils font, etc. Ça veut dire que les gens n'ont jamais mis le nez dans le bilan d'une boîte et je trouve que c'est catastrophique. Si vous voulez, quand vous connaissez un petit peu l'investissement, vous savez que justement le drame des grandes surfaces, c'est que leurs marges sont nulles. Et c'est ça, et c'est pour ça que j'investis pas dedans. C'est pour ça que j'ai pas du Carrefour par exemple en portefeuille, ou même du Costco, hein, les équivalents américains, du Walmart ou je sais pas quoi, parce que les marges de la grande distribution sont ridicules. Et comme ici on n'est pas chez les journalistes, on fait le travail, on va regarder les marges de Carrefour. Hein. Donc le monsieur nous dit ouais Carrefour il se fait des marges de 40%. On va voir les marges que se fait Carrefour. Marge d'exploitation, on est plutôt aux alentours de 3%. Marge nette 0,91, 1,66, 1,36, 1,41. Donc c'est ridicule. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un service. Que dans le prix de vente de leur poulet, il y a tout un tas de choses qui font que les marges qu'ils perçoivent ne sont pas des marges brutes. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a un véritable problème. Et c'est pour ça que moi, j'en veux pas aux agriculteurs. J'en veux au communisme français. Pour moi, c'est le communisme français qui est le vrai responsable de cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire cette crise ? Ça veut dire que les gars, ils voulaient être agriculteurs, donc parfait, c'est très bien. Ils ont déjà eu une prime à l'installation. Enfin, je sais même pas si c'est une prime, une aide à l'installation. Donc, c'est-à-dire que nous, vous, moi, si vous payez des impôts, vous avez payé pour que les agriculteurs puissent s'installer. Ensuite, au long de leur parcours, ils ont des aides européennes. Les aides européennes, c'est pas l'Europe qui les donne. C'est vous, il y a une partie de vos impôts qui va à l'Europe et ensuite l'Europe redistribue. Donc, ils ont des aides à l'installation, ils ont des aides au fur et à mesure à l'exploitation, et ensuite, ces gens que vous avez payés avec vos impôts exigent d'avoir le droit de vous vendre leurs produits plus cher. Et ils exigent également le droit que vous soyez des consommateurs captifs, que vous puissiez pas comparer le prix du poulet de vos braves paysans avec le prix du poulet qui viendrait, je sais pas moi, d'Argentine, de Roumanie, d'Ukraine, j'en sais rien. On a un vrai problème. Et encore une fois, pourquoi est-ce que je dis que c'est pas de votre faute ? Parce que quelqu'un qui a été subventionné depuis le début, qui est subventionné au long de son parcours, il a pas développé une mentalité entrepreneuriale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc le gars lance son exploitation agricole, il y a Leclerc qui arrive ou Carrefour qui arrive et qui lui dit « Mon gars, t'inquiète, ton poulet, on te le rachète, regarde. Ton poulet, on te le rachète et on le revend. » Et je pense que le premier réflexe du gars, c'est se dire sécurité. Voilà, moi je veux de la sécurité, lui me donne de la sécurité. Donc ça veut dire que je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont devenus des salariés déguisés. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu bossais pour moi. Regarde, tu me vends tes poulets, moi je m'occupe de les revendre. Tu fais ce que t'aimes, tu t'occupes de tes poulets, tu me les vends, je m'occupe du reste. Eh ben non. Tu peux très bien te dire, moi ça me va pas cette histoire, moi ça me va pas, donc je vais me débrouiller pour créer mon propre réseau de distribution, et là tu vas voir, là tu vas voir la différence entre les marges nettes et les marges brutes, c'est un autre délire, et sans doute que tu vas t'en sortir mieux parce que tu auras plus de contrôle sur ton prix de vente, mais à la base, d'où venait cette décision, cette volonté de travailler chez Leclerc ? C'était un besoin de sécurité qui a été entretenu, amplifié par le fait qu'on a des personnes qui ont été subventionnées tout au long de leur parcours. Pour moi, c'est ça le drame de la France, c'est pas de la faute de ces agriculteurs, le drame de la France, c'est qu'on a créé un système où on pense qu'on va régler tous les problèmes par de l'argent
public, et en faisant ça, on coupe les incitations, on coupe la volonté des citoyens à monter en compétence. Donc si on ne change pas ça, si on ne commence pas à se dire à l'origine de tous les problèmes, il y a de la subvention, il y a de l'impôt, on va se retrouver avec un public de plus en plus dépendant, de plus en plus incompétent et de plus en plus violent. Pour sortir de ce cercle infernal, vous savez ce que vous avez à faire, investissez, entreprenez. Sur ce, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.